bienvenue dans ce webinaire qui est consacré au livre Réussir l'entrée en mathématiques que Anne Chevalier, que toute une série d'entre vous connaissent visiblement, vient de publier et qu'elle va nous présenter ce soir. Alors, notre première demande, c'est que tous les participants puissent se renommer, si vous le voulez bien, pour que quand nous vous donnerons la parole dans le débat, eh bien, on puisse vous appeler par votre nom pour vous donner la parole. Voilà. Alors donc, je vous le disais, pour tout ce qui concerne les problèmes techniques, Louisa, ici présente, vous avez sa petite image en haut de votre écran. Donc, Louisa va vous aider. Vous l'interpellez via questions-réponses qui se trouvent en bas de votre écran. Sinon, ce soir, avec nous, il y a aussi Sandrine Dochin, qui est une autre permanente de CGE, à qui je donnerai la parole vers la fin de cette rencontre. Et puis, sinon, eh bien, je vais commencer par présenter Anne Chevalier. Alors, chère Anne, que dire de toi? Eh bien, tu es mathématicienne de formation, tu t'es intéressée à la didactique des maths dès l'université. Et après avoir enseigné les maths en secondaire, tu as travaillé en formation continue des enseignants du fondamental et aussi pour les formateurs en alphabétisation. Alors, tu as été secrétaire générale de CGE pendant 5 ans, avant moi. Et depuis 6 ans, tu participes au projet de la Fondation Roi-Baudouin sur la formation initiale et continuée des enseignants et des formateurs d'enseignants, avec une attention particulière pour les enfants dont les familles sont en situation de précarité, pour les enfants dont les codes sont éloignés des codes de l'école. Voilà. Que dire encore, Anne, avant de te donner la parole pour présenter ton livre? Eh bien, introduire par 2 petites questions. Je voudrais d'abord te demander qu'est-ce que ton livre apporte de plus que la littérature existante sur l'enseignement des mathématiques jusqu'ici, et puis aussi, évidemment, pourquoi avoir écrit ce livre maintenant? Oui, bonsoir à tous, merci Fred. Voilà, c'est vrai que il existe beaucoup de choses, une littérature assez abondante en didactique des mathématiques, et ce depuis très longtemps, même je dirais certainement depuis Piaget. Et il y a énormément de choses intéressantes qui n'arrêtent pas de sortir. Ce que mon livre a de spécifique, en tout cas la spécificité que je voudrais vous nommer, c'est qu'il propose en fait une vision globale et articulée de ce que pourrait être, de ce que devrait être l'enseignement des mathématiques, en particulier l'enseignement des nombres naturels et des opérations, sur l'école fondamentale. Et que le tout tienne en 300 pages. Dans la littérature, on trouve des choses très ciblées, ou bien pour un âge particulier, ou bien même alors des propos très développés parfois, qui sont tous très intéressants, beaucoup en tout cas sont très intéressants. Voilà, donc ici c'est la vision globale. Alors pourquoi maintenant? Mais d'abord parce que j'ai eu le temps, depuis 15 ans que je travaille à la formation continue, mais j'ai eu le temps d'engranger beaucoup de lectures, mais surtout beaucoup d'expériences avec des enseignants, avec des formateurs, et je voudrais vraiment profiter de l'occasion ici pour les remercier, tous ces enseignants avec qui j'ai travaillé, tous ces formateurs, et qui ont en parallèle travaillé dans leur classe, travaillé avec leur groupe, témoigné de leur enthousiasme, témoigné de leurs questions, et c'est pour, si on veut, rendre témoignage quelque part à tout ça que j'ai écrit ce livre. Alors je crois qu'il tombe bien, il tombe à un moment particulier avec la mise en place du tronc commun, parce qu'on a besoin plus que jamais de cette vision transversale pour construire un tronc commun qui pourrait, j'espère en tout cas, faire apprendre et faire réussir tous les élèves à l'école fondamentale et à l'école du tronc commun. Belle ambition. Grand merci, Anne. Alors, je vais tout de suite te céder la parole plus longuement pour nous présenter une synthèse de ton livre. Tu nous as préparé un PowerPoint qu'on va vous projeter tout de suite.
Et puis après, évidemment, on passera aux échanges avec vous. Je te propose de partager ton écran, Anne, et de démarrer. Voilà. Donc juste, je pense que vous savez comment faire pour tirer les icônes de votre écran. Donc si vous ne voulez voir que la projection d'Anne, donc vous devez cliquer sur le choix de mode de présentation des conférenciers. Donc voilà à quoi ressemble la couverture et le plan de mon exposé. Eh bien, je vais partir d'une question préoccupation, qu'il s'agit d'en finir avec l'analphabétisme mathématique, de 2 expériences que j'ai vécues moi-même comme praticienne chercheuse dans des groupes. J'ai, grâce à ce travail, pu identifier 3 catégories d'obstacles à l'apprentissage des nombres et du calcul. Et je souhaiterais relever 4 défis pour réussir l'entrée en mathématiques en parcourant 5 fils conducteurs pour construire les nombres et les opérations, soutenus par 6 balises méthodologiques pour faire apprendre tous les élèves. Et puis, ce sera à vous de jouer. Alors, si je pars de la question préoccupation, elle est bien présente en moi depuis très longtemps. Pourquoi, depuis si longtemps et plus que jamais, tant de peur et de méconnaissance des mathématiques par les citoyens? Pourquoi si peu d'outils mathématiques semblent réellement acquis à la fin d'un enseignement dit de base? Pourquoi aussi des résultats aussi peu satisfaisants dans les évaluations externes non certificatives et dans les enquêtes PISA, et ça à répétition depuis qu'elles existent, et des réponses qui viennent d'en haut sous forme de remédiation, de différenciation, qui font porter à mes yeux la responsabilité plutôt individuelle sur l'apprenant et l'enseignant, et qui, à mes yeux, ne s'attaquent pas à ce qui fait problème, parce que ce qui fait problème, pour moi, c'est justement les questions du savoir, et par rapport auxquelles il est nécessaire d'apporter des réponses didactiques, et dont la responsabilité est non pas individuelle, mais collective. C'est celle de tout un système scolaire, depuis les référentiels, les manuels, les programmes. Voilà, et c'est pour ça que ce livre pourrait sans doute apporter quelques réponses. Alors, les 2 expériences collectives dont je vous ai parlé, bien, une première, il y a certains participants qui sont dans l'auditoire, c'est le groupe d'enseignement mathématique, autrement dit GEM, qui a été fondé par Nicolas Rouche et qui existe depuis plus de 40 ans, qui existe toujours, et au sein duquel on cherche à répondre à comment enseigner des mathématiques qui font sens et les apprendre avec plaisir. Les questions qui sont traitées ce soir, c'est là que j'ai commencé à y réfléchir avec certains d'entre vous. Et puis, pour ma part, il y a déjà 20 ans que j'ai rejoint le mouvement Changement pour l'égalité, d'abord comme formatrice et puis comme secrétaire générale. Et c'est là que j'ai tout appris sur la question des pédagogies émancipatrices pour tous les élèves et en particulier ceux qui sont issus des milieux populaires. Mon livre, il se situe à la croisement de ces 2 expériences, une expérience didactique, une expérience plutôt socio-pédagogique, et il cherche et il vise à donner des réponses par rapport à la question de la réussite en mathématiques pour tous les élèves. Alors, au fil des formations et des séminaires, je dirais, où j'ai rencontré des centaines d'acteurs de l'école, eh bien, j'ai pu identifier et entendre surtout 3 catégories d'obstacles à l'apprentissage des nombres et du calcul. Et je les ai, en fait, voilà. Mon classement, il y a d'abord les obstacles épistémologiques. Ce sont ceux qui sont liés au savoir lui-même. Quel est le sens des opérations ? C'est quoi un nombre? Quelles sont les étapes justement par lesquelles il faut passer pour apprendre ce qu'est un nombre? Pourquoi 0 ne veut-il pas toujours dire la même chose? Etc. etc. Il y a un fameux répertoire dans le livre. Et puis,
Il y a des obstacles qui me sont partagés qui sont plutôt d'ordre méthodologique, liés à la façon de faire apprendre. Quel matériel il faut utiliser, pourquoi, jusqu'à quand, et s'il continue à l'utiliser, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce qu'on peut utiliser les doigts, comment est-ce qu'on fait pour leur apprendre l'étape de multiplication. Ce sont des questions méthodologiques. Et puis pour moi, parmi les obstacles, il y a aussi des obstacles systémiques qui sont liés à l'organisation du système scolaire. En Fédération Wallonie-Bruxelles, chaque enseignant, j'ai envie de dire, est souvent livré à lui-même, avec d'un côté un référentiel, de l'autre côté un programme, parfois un manuel, parfois pas, et puis il doit gérer l'apprentissage des enfants. Et très peu d'outils, en fait, sont proposés pour inscrire chaque enseignant dans une lignée, dans une continuité. C'est à ces trois catégories d'obstacles que ce livre tente de répondre. Pour relever 4 défis, alors pour moi, les 4 défis que je vois, c'est d'abord l'entrée dans le langage et les codes mathématiques, qui est quelque chose d'extrêmement délicat, hein, qui doit se faire de façon explicite. On entre en mathématiques comme on apprend, si vous voulez, une langue étrangère. Alors, il y a la question du sens. On parle de la question du sens, le sens des apprentissages en général, le sens de l'apprentissage des mathématiques est extrêmement questionné. Alors, j'aime bien aussi relever qu'il y a 3 significations au mot sens des apprentissages. Il y a la question de l'utilité. Est-ce qu'il faut enseigner des mathématiques utiles? Oui, mais ça ne suffit pas. Il y a la question de la signification. Quel est le sens de ces opérations, de ces nombres? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on peut donner de la signification à tous les élèves? Et puis il y a aussi la question de la direction. Vers où on va? Comment s'articulent ces différents apprentissages? Il y a le défi de la construction de l'abstraction, qui est bien celui de l'école, hein, qui est celui des savoirs formels, et qui en mathématiques est mis à l'épreuve, parce que l'abstraction mathématique est peut-être encore plus rude que la construction de l'abstraction dans d'autres disciplines. Et dans l'objet qui nous concerne ici, il y a aussi le défi de développer une intelligence calculatoire. Nous n'en sommes plus à l'époque où il faut apprendre des techniques de calcul pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Il y a assez d'appareils qui permettent de le faire. Mais donc, on est face à la question du défi de l'intelligence des procédures. Alors, le contenu du livre, pour faire tout ça, je propose 5 fils conducteurs. Alors, ces fils conducteurs, ils vont vous sembler naturels. Et en fait, ils m'ont guidé, ils me guident depuis 15 ans que je donne des formations continues des enseignants, pour justement identifier que finalement, il y a 5 grandes facettes des nombres qui sont construites depuis la maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire, mais plus tard encore, quand je parle de l'école primaire, c'est pour les nombres naturels, et puis après, ces mêmes fils conducteurs vont pouvoir servir aussi pour construire les nombres non entiers. Il donne des réponses aux obstacles épistémologiques, il montre comment travailler tout au long de l'école fondamentale, et moi je les ai construits dans le livre en articulant d'une part des apports issus de la littérature didactique dont je vous ai parlé ici au début de l'exposé et qui est très abondante, et l'expérimentation et les pratiques de classe de toutes celles et ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin. Alors un premier fil, je vais vous présenter une dia par fil. Un premier fil, c'est celui qui va des quantités. Voilà, on apporte des marrons, on a ramassé des marrons, et à partir de là, on va construire des schèmes qui représentent les petits nombres de façon structurée. Hein, ces schèmes qui vont pouvoir inscrire ces quantités dans la tête des enfants en passant par les mains et les doigts aussi, hein, et qui vont nous aider à voir, dire et garder des traces des petits nombres ici qui sont vus d'un point de vue de la quantité, hein, et qui sont des mémoires de la quantité. Un deuxième fil, c'est celui qui permet de se représenter et désigner les nombres naturels et qui va des groupements. Voilà, on a des bols ici à l'école maternelle, hein, on les a groupés, on les a organisés
jusqu'à une numération, celle qu'on peut avoir quand on a 4-5 ans, 4 paquets de 5 et encore un, eh bien ça fait 2 paquets de 10, 2 10, 1. Et plus tard, voilà une organisation, un carré de 100, 3 bâtonnets de 10, 4 petits cubes, ben ça nous fait dans un abac 1 100, 3 10, 4 1 qu'on va appeler 134. Tout ça pour apprendre à relier tout le long de ce fil l'organisation des quantités aux désignations orales et écrites de tous les nombres. Donc c'est vraiment un travail extrêmement important, organiser les collections de façon décimale et reliées à la numération orale et écrite. Sur le troisième fil, eh bien, on va aller de la file numérique, celle qui est composée de cases, et chaque case correspond à un nombre, et ils se suivent, à la droite graduée. Je pense, et la littérature en tout cas me le montre, qu'on ne mesure pas assez le saut dit épistémologique qu'il y a entre cette file numérique et cette droite graduée. Quel est le travail qu'il faut faire pour passer de la représentation d'un nombre par une case à un nombre par un point? Et tout d'un coup, sous cette droite, on voit apparaître un zéro. D'où vient-il? Voilà. Et ce travail, il va passer entre autres par le tableau de 100 et va permettre de construire des supports structurés, des nombres qui vont nous aider au calcul, bien sûr, parce que rien n'est... Tout ce qu'on construit ici va conduire évidemment au calcul. Alors les trois premiers fils, justement, fil 1, fil 2, fil 3, ils travaillent sur la cardinalité et l'ordinalité des nombres, ils construisent les nombres, et c'est au fil 4 qu'on va commencer à les faire agir, ces nombres, dans des histoires. Alors quand je dis on va commencer, je voudrais quand même faire un petit ajout. Il ne s'agit pas évidemment dans la formation mathématique de parcourir un fil et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Ce sont des fils qui sont parcourus en même temps tout au long de la scolarité. Alors on va s'appuyer sur des situations. Par exemple, un pion est sur la case 5, il avance de 3 cases. Sur quelle case arrive-t-il? Une représentation qui va conduire à un schéma et à une opération. Une autre histoire, dans un sachet, il y a 8 billes en tout, dont 3 sont grises. Combien y a-t-il de noires? Une représentation, une schématisation bien différente de la première. Pourquoi? Parce que le sens de l'histoire est très différent, et une opération qui est reliée à l'autre, mais qui raconte une toute autre histoire. Donc on va passer des situations aux opérations en passant par des représentations et des schémas. Tout l'enjeu ici, c'est d'apprendre à choisir et à ordonner les opérations et poser le calcul. Et puis le dernier fil, une fois qu'on a posé les calculs, il s'agit de calculer, d'arriver à un résultat, d'effectuer. Et ça, eh bien le fil, il va du comptage avec ses différentes techniques. Un des enjeux essentiels, c'est par exemple, le tout premier enjeu en tout cas, c'est de comprendre que deux nombres consécutifs, c'est pas simplement deux mots qui se suivent dans une histoire, mais c'est deux nombres qui sont reliés par la relation plus 1. Il y a la technique du surcomptage, le comptage à rebours, le comptage par deux, et tout ça va conduire au calcul réfléchi. Alors le calcul réfléchi, eh bien, voilà, avec plusieurs collègues et formateurs, enseignants, on a identifié 4 catégories qui nous semblent vraiment intéressantes. Celle qui consiste simplement à décomposer les nombres et puis à les réassocier. Celle qui consiste à ne décomposer que le deuxième nombre et faire des bons choisis. On voit déjà ici qu'on se base plutôt sur l'ordinalité, tandis que dans le premier cas, on se basait sur la cardinalité. Et puis, il y a troisième ici, situation, calculer un écart. Plutôt que de travailler une soustraction, on va regarder comment on fait pour aller du deuxième nombre qu'on retire au premier. Et puis, il y a toute la technique qui est de rééquilibrer. Alors, rééquilibrer, c'est aussi transformer un calcul en un calcul plus facile. Et ça, ce sont des techniques qui vont évidemment être très importantes. L'enjeu, c'est d'apprendre à choisir et exécuter des stratégies de calcul qui soient adaptées aux nombres et aux opérations, et s'appuyer pour cela sur ce qu'on appelle des répertoires de calcul faciles.
Bon, chacune des dias que je vous présente ici, elle est présentée en 50 pages dans le livre, hein. Voilà. Et pour travailler le long de chacun de ces fils, eh bien, je propose 6 balises méthodologiques qui, elles, répondent plutôt aux obstacles méthodologiques, hein, ont vraiment pour objectif de s'assurer que tous les élèves apprennent et qui veulent conjuguer à la fois des principes de didactique et ce que j'appellerais des postures essentielles pour faire apprendre tous les élèves issus des milieux populaires. Alors, une première balise, elle m'est très chère parce qu'elle vient de Nicolas Rouche, avec qui j'ai fait mon mémoire il y a 40 ans exactement, hein, et qui dit « Partir du terrain de l'élève sans y camper ». Voilà, on a apporté des pommes à l'école et on va les organiser. Spontanément, les enfants, ils les organisent un peu comme on les trouve dans les paquets des grandes surfaces, par 8. Hein. Et puis, mais ça va déjà les aider à les dénombrer. Hein. Il y a 6 paquets de 8 et encore 5. Hein. Et puis, on va petit à petit imposer la force de 5, qui est celle liée aux 5 doigts de la main. Ou encore une autre histoire, une autre situation. On va travailler à partir de la vie de la classe. Il neige, c'est chouette. Les enfants de la classe se mettent par 4 pour faire un bonhomme de neige. Combien y aura-t-il de bonhommes de neige? Dessine la situation et écris un calcul qui parle de ça. Voilà le premier jet. On part de l'enfant, il neige. Et grâce à toute une stratégie mise en place par l'institutrice, on peut arriver dans un deuxième jet à ce que les enfants identifient finalement ce que voudrait dire dessiner cette situation avec ses lunettes mathématiques. Une deuxième balise extrêmement importante, c'est s'appuyer sur du matériel et puis apprendre à s'en passer. Par exemple, voilà, j'ai du matériel ici pour construire la numération décimale, on a organisé les cubes et puis à un moment donné, on va demander de dessiner l'organisation. Hein. À partir du moment où on apprend à dessiner, on va pouvoir se passer du matériel. Un autre exemple, c'est on peut apprendre à calculer en se déplaçant dans ce fameux tableau de 100. Et puis à un moment donné, calcule comme dans le tableau, mais sans le tableau. L'utilisation des matériels, c'est un moyen, c'est jamais un but. Et je développe à plusieurs reprises comment est-ce qu'on fait pour s'en passer. Faire choisir le matériel, le mettre à distance, faire dessiner plutôt que de l'utiliser, et surtout apprendre à le voir dans sa tête et à l'utiliser dans sa tête. Un enjeu important, je vous l'ai déjà montré, c'est schématiser pour catégoriser et modéliser. Et je ne vais pas reprendre des schémas ici, j'en ai déjà montré plus haut, mais simplement vous dire qu'en tout cas, par exemple, j'ai retrouvé cette approche dans la méthode dite de Singapour, proposée en 3 étapes. D'abord une approche concrète, avec des mises en situation et des manipulations. Les pommes, on arrive avec les pommes. Et puis, une présentation imagée, disent-ils, et imagée pour eux, c'est des schémas, qui vont être ces schémas qui vont regrouper des situations qui ont des caractéristiques communes. Et puis, on va passer à une présentation abstraite, hein, le recours au symbole et au formalisme mathématique. Et je ne résiste pas à la citation qui est ici, au moins je vais déjà en lire le début, de Claire Margolinas, qui a écrit un très très bon livre au sujet du nombre à l'école maternelle et qui dit « Les représentations schématiques ne sont en rien spontanées. Il n'est pas surprenant qu'elles ne soient pas disponibles si aucun enseignement n'a été entrepris. » En permettant aux élèves de schématiser les quantités et les positions, l'école maternelle peut jouer un rôle important dans l'aide à la catégorisation des problèmes. Ce qui est absolument étonnant avec cette situation, c'est que ça s'adresse à l'enseignement maternel. Cette catégorisation qui vient déjà si tôt. Je vais passer ceci. Et puis la balise 4, c'est de construire les images mentales et les mettre en mémoire. C'est absolument essentiel. À travers le livre, je développe comment construire des images des nombres. Vous avez déjà vu quelques-uns. De la numération. Et c'est très différent, les images mentales de la numération de celles des nombres. Des opérations en lien avec les différents sens. Comment est-ce qu'on inscrit ces images dans la tête par un travail qui est guidé et répété de mise en mémoire. Alors la balise 5, elle est particulièrement importante aussi pour faire apprendre tous les enfants, c'est la verbalisation et l'explicitation des objectifs qui permettent
d'exprimer l'intention d'apprentissage. Par exemple, je donne ici, nous allons travailler sur les doubles. On connaît déjà 1 et 1, 2, 2 et 2, 4. Et l'institutrice rappelle comment on peut faire les 5 premiers doubles avec ses mains, en vis-à-vis. Chacun va écrire sur son ardoise tous les doubles qu'il connaît déjà. Il va essayer d'aller plus loin et d'en connaître plus. Car on sait que quand on a des calculs faciles en tête, ça peut nous aider pour faire des calculs plus difficiles. Et donc, au-delà d'exprimer l'intention d'apprentissage, il faut s'assurer vraiment que les élèves perçoivent l'apprentissage au-delà de la tâche. Par exemple, éviter que les enfants disent « on a mis les doigts en face à face » ou « on a écrit des calculs sur l'ardoise ». Et la 6e balise qui clôture ceci, c'est « eh bien, après, il faudra tout ce travail de recherche, identifier les acquis et les structurer ». Voilà un exemple toujours avec les doubles. Je vois 4 composantes ici. Définir. Comment on calcule, procédural. Pour prendre le double d'un nombre, on peut regarder une organisation de ce nombre en miroir. Voilà, ici. Voilà, constituer un répertoire de calculs connus et les situer dans les tables d'addition. Voilà un exemple de ce que je voudrais dire par identifier les acquis et les structurer. Et voilà, c'est ici que va se terminer mon exposé, car c'est à vous de jouer. Parce que pour que l'école de la réussite tienne ses promesses, eh bien, cela passe par chacun des acteurs, là où il est, formateur, enseignant, puériculteur, animateur d'école de devoirs, formateur en alphabétisation. Et je vous invite en tout cas à vous emparer de l'ouvrage qui n'est pas un clé sur porte, mais qui permet de tisser des séquences d'apprentissage à partir des 5 fils conducteurs et des 6 balises. Je vous invite aussi à travailler en équipe et ou à rejoindre des groupes de praticiens-chercheurs qui veulent travailler ensemble à ce défi et de poursuivre ainsi la lignée de tous ceux qui veulent que les mathématiques soient un outil d'émancipation et non de sélection. Et je vous invite à prendre note de ceci. C'est les endroits où vous pouvez vous procurer le livre si vous ne l'avez pas encore. En principe, on peut le commander dans toute librairie. On peut aussi le commander en ligne à CGE. Et si vous souhaitez, au-delà de cet échange, parce que maintenant on va entamer l'échange, poursuivre l'échange avec moi, vous pouvez prendre note de mon adresse mail. Je resterai en contact avec vous très volontiers. Voilà, grand merci Anne. Tu as tenu ton temps et c'était très 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 clair. Alors maintenant, la parole, elle est à vous. Je vais vous redire comment on va procéder. Donc, pour réagir, poser vos questions, mais aussi partager votre expérience. Le dialogue peut aussi, je sais que c'est pas très friendly ce genre d'environnement, mais ça peut être aussi des échanges entre vous. Donc, je vous propose de demander la parole. Comment est-ce que vous demandez la parole? En positionnant votre flèche sur participant en bas. Donc, vous avez la colonne de droite, une colonne à droite de votre écran qui s'ouvre et vous pouvez lever la main. Il y a une petite main bleue qui se lève à côté de votre nom et qui me permet de vous donner la parole. Voilà. À vous. Oui, Charlène, voilà, je vous propose d'activer votre micro. Oui. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Voilà, bonjour à Oui, tous. très bien. Je suis psychopédagogue à la Haute École El Mossad Croix dans la section préscolaire. Et j'ai entamé avec ma collègue Anne Compo cette année une recherche action avec une école, je ne vais pas la citer, l'école Saint-Sébastien à Liège. Et la recherche consiste à créer et réfléchir avec les enseignants de la conception de référents en mathématiques qui soient en progression de la classe d'accueil à la 2e primaire. Et dans le cadre de cette recherche, forcément, vos travaux m'intéressaient aussi également. Et donc, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est une question qu'on se pose pour le moment.
c'est finalement comment démarrer avec les plus petits d'accueil, finalement, pour construire le nombre, tout en tout en prenant bien en considération que leurs besoins, ils sont aussi spécifiques, mais comment est-ce qu'on peut démarrer avec les tout petits? Et la deuxième question, c'était à un moment donné, vous dites que les acquis, il est important justement de les structurer. Donc, on parle des référents, de la structuration des apprentissages, c'est ce qui nous intéresse. Et vous avez dit, mais rapidement, donc je ne suis pas sûre d'avoir compris, plutôt en fin d'apprentissage. Et donc, je voulais avoir peut-être votre réaction et un approfondissement de vos idées par rapport à ça. Merci. Pour l'instant, comme il n'y a qu'une demande de parole, je te propose de répondre tout de suite, Anne. Mais donc, chers participants, n'hésitez pas à lever la main si plusieurs d'entre vous veulent la parole. Et comme ça, on pourra prendre plusieurs questions à la fois. À toi, Anne. Oui, alors, bonjour aussi à Charlène et Anne Campo, que je connais aussi, hein. Et donc, avec les petits, alors, eh bien, dans le livre, effectivement, je développe des idées qui ne viennent pas de moi. Quelqu'un qui a énormément travaillé là-dessus, c'est Rémi Briciot, hein, qui a beaucoup travaillé sur l'entrée dans les tout petits nombres. Et il y a une chose vraiment importante qu'il dit, c'est vraiment avec les petits, on va travailler sur 1, 2, 3. Et en fait, l'enfant va rentrer réellement dans le nombre quand il va voir la différence entre 2 et 3. Alors, c'est très amusant de voir évoluer des petits-enfants. C'est vrai que l'acquisition de 2 vient assez vite, en fait, hein. Les enfants, j'écris dans le livre, mais je l'ai entendu, on dit à un enfant, tu veux un biscuit? Il dit non 2. Hein, le petit enfant qui a compris non 2, il a très bien compris que c'était beaucoup plus intéressant d'en avoir un dans chaque main que d'en avoir qu'un seul. Mais le passage après de 2 à 3, hein, pendant longtemps, ça reste 1, 2, beaucoup. Hein. On dit aussi d'ailleurs que dans l'histoire des nombres, il y a eu aussi 1, 2, 3, beaucoup, hein, à un moment donné. Hein, après, ça devient beaucoup. Donc, il y a tout ce travail qui, à ce moment-là, ne nécessite pas beaucoup de structuration. Hein. C'est vraiment travailler et à la fois dans le quotidien, mais c'est aussi à certains moments vraiment apprendre aux enfants à distinguer une collection de 2 pommes et une collection de 3 pommes, de 2 jetons et de 3 jetons. Et si j'en retire un, est-ce qu'il y en a encore 3? Il n'y en a plus que 2. C'est tout ce travail-là. Alors pour moi, la question de la structuration des acquis des petits nombres, et donc je consacre tout le premier fil vraiment sur la construction des 10 premiers nombres. Pour moi, cette structuration, elle vient en fin de cycle maternel et encore, je pense, pas de façon trop formelle. Hein, ça me semble vraiment important de ne pas de travailler sur les concepts, de travailler par le langage, de travailler par les images, à certains moments effectivement de comparer des images, etc. Mais cette structuration, pour moi, elle vient à l'articulation de l'école maternelle et du début de primaire, quand je dis identifier des schèmes ou des collections ou des familles de schèmes, hein, comme je vous avais montré les premiers schèmes, eh bien, ça pour moi, c'est l'objet du début de l'école, de la fin de l'école maternelle, du début de l'école primaire. Voilà, mais ça se discute aussi, et bien sûr, on peut mettre des référents au tableau. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui. Je pense que oui, quand on parle en fait de structuration des apprentissages, évidemment, on peut parler de un peu deux choses différentes, donc c'est bien de s'entendre à mon avis aussi. Quand on parle de structuration, on parle de moments d'institutionnalisation que de structuration, quoi. Oui. Et donc, je pense qu'effectivement, si la structuration abstraite est plus tardive, peut-être le moment d'institutionnalisation, oui, tout à fait. Oui. C'est bien plus là-dessus qu'on. Oui, bien sûr. Et ça passe par l'oral, hein, avec les voilà. Enfants. Et pouvoir mettre des mots et identifier. Et donc, pour moi, la première structuration qui est vraiment essentielle avec les enfants, c'est la structuration avec ce qu'on appelle les collections témoins de doigts.
Ouais, Et pour moi, c'est déjà ici, au jour maintenant, on est 2 enfants comme ça, mais s'il y a encore il y en a un qui arrive, alors on sera 3 comme ça. Donc c'est toute cette référence aux collections de doigts et à leur, c'est vraiment déjà une structuration, et c'est ça qui construit l'abstraction. Pour moi, l'abstraction des 10 premiers nombres, elle passe par les configurations de doigts essentiellement. C'est parce que c'est 3 comme. En fait, c'est aussi la structuration de l'école maternelle, mais plus tard aussi, c'est travailler sur le c'est comme. C'est comme. ouais, ouais. 3 comme ça. C'est 3. Donc, dès qu'on est dans le c'est comme, on est dans le classement. Et on est Dans la déjà dans. analogie, Ouais, ouais. Ok. Merci. Merci Anne. Alors, j'avais une demande de parole de Céline qui nous avait écrit une question, qui s'apprêtait à la dire et qui a disparu, semble-t-il. Céline, si vous m'entendez, redemande. Ah voilà, Céline la demande, donc je lui donne la parole. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Oui. Oui, bonsoir. Donc moi, je suis enseignante maternelle depuis maintenant 15 ans et j'enseigne en 3e maternelle actuellement. Et donc, suite à plusieurs lectures, effectivement, sur les mathématiques et essentiellement le nombre, actuellement, je passe de ce passage de la litanie simple 1, 2, 3, 4, 5, nous comptons les copains de la classe, à un système où nous faisons des comptages à partir de jetons, des groupages par 5, et nous visualisons tout ça. Je vous avoue que je suis partie d'un bouquin bien précis. Et donc, ma question est actuellement, voilà, j'ai plusieurs collègues, dont des personnes que je connais très bien, qui passent par ce carré de 100 à l'heure actuelle, en 3e maternelle. Mon fils en fait partie, donc je suis un peu perplexe quant à tout ça, puisque moi-même, je suis encore tout au début, j'ai l'impression de tous ces apprentissages, et passer par ce carré de 100 me semble un petit peu précoce. Donc, j'aimerais un peu votre avis sur ce carré de 100 en maternelle, en l'occurrence, pas en 3e maternelle, voilà. Pouvez me dire, le carré de 100 dont vous parlez, c'est celui dans lequel on écrit les nombres de 1 à 100, ou bien c'est celui qui est représenté avec des jetons? Non, c'est le carré de 100 qui est, donc visuel. Donc, les enfants ont des cases à la mode Scrabble et doivent remplir ce carré de 100. Donc, le construire. En écrivant eux-mêmes les chiffres, ou bien ils sont préécrits et doivent l'organiser, c'est ça? C'est donc une organisation. Oui, c'est de l'organisation. C'est déjà écrit. Oui, d'accord, ok. Bon, d'abord, je voudrais confirmer en tout cas ce que vous dites d'abord avec le passage de la litanie que vous avez beaucoup pratiqué à maintenant se dénombrer à l'aide de jetons. Je vois bien effectivement ce à quoi vous faites allusion. C'est une méthode tout à fait intéressante qui a été bien expérimentée et qui fait ses preuves. Et puis l'organisation par groupe de 5 pour faire un dénombrement de la classe. Je vous avais montré la photo là, on est 4 groupes de 5 et encore un. Donc moi je voudrais en tout cas confirmer ça, et ça c'est dénombrer. En fait vous êtes parti de apprendre la litanie à apprendre à dénombrer. Et vous n'êtes pas la première institutrice maternelle qui confirme qu'en tout cas cette méthode elle fonctionne, et elle permet en fait, au grand étonnement des institutrices, aux enfants finalement de rentrer dans la quantité et parfois même de nommer les nombres assez grands, assez importants, bien plus importants que ce qu'on pouvait imaginer. À 6 ans, on va jusque 6. Mais non, à 6 ans, on va bien plus loin que 6. On va peut-être pas savoir donner les noms de tous les nombres, mais on peut comprendre la quantité bien au-delà de 6. Alors, quant à savoir s'il faut aller travailler jusqu'au carré de 100, j'ai déjà rencontré des institutrices qui ont pris du temps pour le faire. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est l'objet du travail de l'école maternelle de faire ça. Alors, je pense que si certaines institutrices le font, j'espère qu'elles n'abandonnent pas d'enfants en chemin. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de faire ce travail-là à l'école maternelle. Il y a bien d'autres choses à faire à l'école maternelle, et travailler sur la quantité et travailler sur le chemin des nombres, d'accord, en indiquant les 20 ou les 30 premiers nombres, éventuellement les décomposant par dizaines. Voilà. Mais parfois, il y a des institutrices maternelles qui se lancent des défis qui sont parfois étonnants. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas en faire une obligation ni un défi absolu, vraiment.
Je sais pas. C'est un fait. Maintenant, quand je vois ma collègue ici, Charlène, qui dit, oui, le référentiel maternel est parfois alarmant. Et quand je vois effectivement qu'on nous limite, voilà, on nous dit dans la litanie, on s'arrête à 39 en troisième maternelle, on dénombre jusque, on doit s'arrêter à. Bon, on met des balises, certes, mais elles sont quand même très très limitées. C'est-à-dire qu'on on ne vit pas avec sa classe dans ce cas-là, parce que à ce moment-là, je m'arrête. Enfin, je veux dire, je me sens bridée. C'est assez terrible à ce niveau-là. Oui, alors si c'est ça que vous voulez entendre, moi je vais tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Hein. Il faut vous débrider, en tout cas, de ces limites-là. Ça c'est sûr. Et donc il faut avancer avec votre classe. Mais une chose est d'envisager des grandes quantités. Autre chose est d'aller d'obliger tout le monde à pouvoir organiser les 100 premiers nombres. Oui, ça c'est un fait. Hein, c'est très différent. Oui. Ça va? Oui, voilà. Vous avez répondu à ma question. Ok, merci. Oui. Voilà, une autorisation. Alors, il y a Charlène qui redemande la parole, mais donc, je ne vois pas d'autres demandes de parole. N'hésitez pas, ne vous bridez pas. Vous pouvez aussi réagir à ce qui vient d'être dit par les collègues. Et donc, dans l'intervalle, je donne la parole à... Ah, ben, Charlène a disparu. Tiens. Elle ne demande plus la parole. Charlène? Si, voilà. Je prends beaucoup de plaisir à discuter, donc je pourrais discuter longuement parce que je lis voilà, une réponse qui dit les balises des programmes sont des repères. Je ne parle pas ici des programmes, je parle bien du référentiel. Et donc, oui, les référentiels sont des repères, mais quand on les analyse de manière approfondie, je les trouve très réellement alarmants dans les repères qu'ils donnent, parce que ce sont des repères qui donnent des limites qui ne sont forcément pas didactiques, puisqu'on est dans un référentiel et justement pas dans un programme, mais des référentiels qui donnent quand même des repères davantage de contenu que de réelles démarches qui permettent d'apprendre. Et donc, voilà, je trouve que c'est assez alarmant. Ce référentiel est assez alarmant, bien qu'en mathématiques, ce ne soit pas la discipline la plus pauvre au niveau des référentiels par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Voilà. Ouais, alors, Anne, je vais peut-être te proposer de ne pas réagir tout de suite. Il y a d'autres demandes de parole. Chouette. Donc, je vais donner la parole à Laura. Vous m'entendez? Oui. Ouais, bonjour. Ben voilà, moi je suis institutrice primaire en première année. Donc là, depuis quelques années, j'ai essayé différentes méthodes. Et là, je ne vais pas parler d'une méthode. J'ai mis en route ce qui est fort connu, le petit rituel chaque jour compte, que j'ai seulement commencé cette année-ci. Et j'aurais voulu savoir un peu votre avis, si voilà, c'était vraiment une bonne idée de le mettre déjà en route en première primaire, et un peu aussi au niveau de l'utilisation du matériel. Moi, j'ai choisi pour essayer de les habituer, comme on va utiliser ce matériel, ben, j'ai mes petits gobelets et on remplit les unités, les dizaines et les centaines, de déjà choisir le matériel numérique qu'on allait utiliser. Mais voilà, est-ce que ce serait mieux de partir d'autre chose, de groupement d'allumettes ou quoi que ce soit? Et est-ce que c'est une bonne idée de faire ça comme ça dès le début de l'année, ou est-ce que c'est un petit peu trop tôt? Voilà, simplement ça, votre avis. On en prend encore une et puis tu y vas, tu réponds. Donc, merci Laura. Il y a Céline qui demande la parole, mais vous l'avez déjà eue, donc je me permets de la donner à Ingrid et puis je reviendrai vers vous. Ingrid, voilà, vous avez la parole. Voilà. J'aimerais juste revenir sur ce qui a été dit par rapport au référentiel quand j'entends le mot alarmant en disant qu'il y a des contenus d'apprentissage et qu'au fait, on ne parle pas du tout des démarches. Ce n'est pas le rôle des référentiels, donc c'est une précision quand même à avoir par rapport à ça. Et en effet, c'est une liste de contenus d'apprentissage et évidemment que les démarches, elles doivent bien être présentes dans vos classes et sans doute que les programmes
qui vont arriver présenteront toute cette méthodologie-là. On parle également de balises qui a été soulevée dans les commentaires. En effet, ce sont des balises et des repères. Les attendus, c'est vraiment ça qui vise pour situer les élèves et justement ne pas en abandonner en chemin, pouvoir situer vraiment les enfants par rapport à ces attendus-là et essayer que tous les atteignent. Donc évidemment qu'il faut pouvoir aller plus loin avec certains, mais qu'il faut essayer de s'assurer que tous les élèves arrivent à ces attendus-là et qu'on ait pu mettre des choses en place pour les aider tous. Voilà, c'était juste pour apporter une petite précision par rapport à ça, parce que on sait très bien que certaines enseignantes de maternelle n'ont pas encore pu avoir la formation. Merci Ingrid. Donc, 3 questions pour toi, Anne, dont 2 qui se rapportent au référentiel. Question ou réaction. Donc voilà, Madame Ingrid ici vient de donner en tout cas son point de vue là-dessus et de quelque part c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que c'est le but du référentiel, c'est de ne perdre aucun enfant en route. Hein. Et donc là, je pense que ça c'est vraiment un enjeu qui est essentiel et il faut reconnaître, voilà, si vraiment c'est ça le but du référentiel, c'est important de considérer ça. Après, effectivement, moi, il y a vraiment quelque chose qui me semble important, c'est que le nombre, et c'est Stella Barouk qui dit ça, le nombre ne peut vraiment se comprendre qu'avec du nombreux, hein, et qu'il y a quand même quelque chose qui est très différent entre immerger les enfants dans des quantités, dans des collections qui sont nombreuses, et puis formaliser ou représenter ou schématiser les 10 premiers nombres. Hein, donc, moi j'aime bien dire aussi, ça c'est quelque chose que je redis souvent, c'est finalement, il n'y a pas des nombres comme ça, on n'apprend pas en maternelle jusque 10, en première année jusque 20, en deuxième année jusque 100. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Hein. Ce qui fonctionne, c'est que on apprend en parallèle à dire les nombres, à reconnaître des quantités, organisées ou non. C'est encore autre chose. À calculer, c'est encore autre chose. À résoudre des problèmes qui impliquent les nombres, c'est encore autre chose. À écrire les nombres, c'est encore autre chose. Les 5 activités que je viens de nommer, c'est 5 choses différentes qu'on fait avec les nombres. Eh bien, les enfants, ils ne sont pas capables d'aller jusqu'au même niveau avec ces 5 catégories. Ils vont peut-être pouvoir vous chanter la comptine des nombres jusque 100, les écrire jusque 21, calculer jusque 10, hein, et pouvoir les utiliser dans un problème seulement si les quantités sont encore plus petites. Donc finalement, moi je trouve que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que finalement les enfants eux-mêmes, ils progressent sur chacun des fils, parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais je viens de me mettre sur chacun des fils. En fait, sur chacun des fils, chaque enfant évolue avec un ensemble de nombres qui va aller en grandissant, et chaque classe va évoluer sur chacun des fils avec un ensemble de nombres qui va aller en grandissant. Alors quand on dit en maternelle c'est jusque 9 ou c'est jusque 10, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que l'un va compter jusque 63 ou 69 parce qu'il va être embêté avec le passage, et un autre, il va avoir du mal à aller jusque 20. Et donc, c'est vraiment important d'avancer et de montrer qu'on peut avancer de façon parallèle. Alors je voudrais revenir justement, puisqu'on est dans le dénombrement et que Laura, qui est en première année, elle travaille avec le rituel, hein, chaque jour compte. Alors c'est un rituel dont j'ai déjà entendu plusieurs fois parler dans les classes. Alors en soi, ça peut être intéressant. Ce qui est difficile pour moi, c'est qu'on symbolise des jours qui sont quand même pas des collections très visibles, par un objet. Alors, je ne sais pas si tous les enfants peuvent faire le transfert, qu'un objet va représenter un jour. Donc, je pense que là, il y a une difficulté. Hein. Là, il y a vraiment une difficulté. Après, évidemment, quand l'objet est dans le bol, je pense que tout le monde peut comprendre qu'il y a un objet qui est dans le bol. Hein, voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'on travaille avec tous les jours de classe ou est-ce qu'on travaille aussi avec les jours de congé? Enfin, il faut se mettre d'accord aussi, est-ce qu'on travaille sur tous les jours? Hein? Et puis, la question pour moi, c'est pour faire quoi?
Hein. Et donc, moi, je suppose que c'est parce que vous voulez en fait travailler sur des grandes quantités, qu'à un moment donné, on sera au 100e jour et puis qu'on va se faire une représentation de 100. Voilà. En soi, il peut y avoir là un exercice intéressant, mais je viendrai tout aussi bien avec toutes les pommes qu'on a ramassées dans un verger et qu'on essaye d'organiser, et on voit d'emblée une collection. Le problème ici, c'est que cette collection, on met longtemps à se la... on met du temps finalement à faire cette collection de 100 jours, hein, puisqu'il faut attendre 100 jours, tandis qu'on pourrait se donner les collections en direct. Alors le choix du matériel, pour moi, ça c'est vraiment une très très bonne question. Je développe assez, avec beaucoup de détails finalement, les enjeux de différents matériels. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est que vous sachiez pourquoi vous utilisez un matériel et pas un autre. Pour moi, il y a des matériels qui représentent vraiment bien la cardinalité, par exemple les jetons, hein, et les jetons bicolores qu'on peut mettre à plat et organiser. Ça représente vraiment bien la cardinalité. Tandis que quand on travaille avec les allumettes, par exemple, ou qu'on met des pois chiches dans des enveloppes, hein, on travaille beaucoup plus la représentation de la numération décimale. Donc il faut choisir le matériel en fonction de ce qu'on veut montrer. Ok. Je suis prise dans ce qu'Anne raconte, mais je vais pas donner la parole. Il y a beaucoup de demandes de parole. Je vais la donner à Isabelle Watley, qui la demande depuis tout un temps. Vous disparaissez, puis vous réapparaissez, Isabelle. Donc, je vous la donne. Voilà. Bonsoir, moi je suis conseillère pédagogique depuis cette année. Je suis enseignante maternelle de formation et j'ai réagi en parallèle sur justement ce référentiel que on a l'air de malmener, mais je trouve que c'est bien de belles balises justement qui n'ont jamais existé jusque maintenant. Donc il faut savoir les saisir et aller jusque-là et plus loin encore si c'est possible, mais en tout cas aller jusque-là avec l'ensemble de la classe. Alors, j'avais plutôt une question aussi de ce côté de primarisation de l'école maternelle à propos de l'utilisation des signes pour les opérations, le plus, le moins, le égal. Ils apparaissent parfois très vite, trop tôt. Je ne sais pas voilà, je demande quand les faire apparaître. Oui, les opérations à l'école maternelle, ils en font. J'ajoute, je retire, je partage. Mais on voit très vite arriver le plus, le moins, le égal. Diviser, c'est plus rare, mais voilà. Qu'en pensez-vous? Ah ben, c'est une excellente question. J'en pense qu'il faut éviter. Là, je suis assez assertive, hein. Parce que vraiment, un des enjeux que je disais, c'est l'entrée dans le langage mathématique et qui a double difficulté à la fois, qui a un vocabulaire spécifique et le but à l'école maternelle, c'est de rentrer déjà dans la langue orale, dans les mots qui vont traduire les situations. Et puis, il y a le langage codé et une autre écriture. Et donc, il n'y a pas de raison, si on entre dans le code écrit avec l'alphabet, si vous voulez, enfin les mots, à partir de l'école primaire, il n'y a pas de raison qu'on rentre plutôt dans les codes écrits de la langue mathématique. Alors, bien sûr, si les élèves les apportent, s'il y a un enfant qui dit « Ah, moi je sais parce que, voilà, mon frère me ceci, etc. Ah oui, moi je sais que c'est plus. » On va pas lui dire « C'est trop tôt et tais-toi. » Mais pour moi, il n'y a aucune obligation vraiment et aucun défi à faire rentrer les enfants de maternelle dans le codage mathématique. Pour moi, ça c'est le codage. C'est pas apprendre les mathématiques, c'est coder en fait. C'est le 3e niveau dit dans la méthode de Singapour. Hein, dans la méthode Par contre, on peut schématiser à l'école maternelle. Et on peut avoir un schéma, un support qui dit, quand on a des situations où on met ensemble, eh bien, on va toujours faire un dessin qui représente qu'on met ensemble. Quand on dit qu'on retire, eh bien, on va aussi faire toujours un même dessin qui dit qu'on retire. Et un dessin qui doit être schématisé, hein, pas un dessin avec des petits oiseaux, etc. Hein. Ça, on peut schématiser. Il y a quelqu'un qui redemandait de voir la citation sur la schématisation. Hein. Je ne vais pas la remettre maintenant, mais
Mais c'est Le vraiment. PowerPoint sera mis à disposition de toute façon. Oui, oui, c'est ça. Mais la schématisation, ça c'est vraiment important. Et ça vaut la peine de s'arrêter sur cette question-là. Comment est-ce qu'on schématise des situations qui se ressemblent pour faire le SECOM? Comme je vous disais, le SECOM, hein, pour les petits nombres, eh ben, les doigts sont déjà une première, si vous voulez, schématisation. Mais après, quand les situations deviennent plus complexes, voilà. Et alors ça devient un code commun, hein, qui appartient au groupe classe. Et puis après seulement, on va rentrer dans le code universel. Le code universel, c'est pour l'école. Pour moi, c'est plus pour l'école primaire. Mais là aussi, je ne mettrai pas d'interdit, mais je pense que vraiment les enfants décrochent avec le langage formel. Ils décrochent, beaucoup trop d'enfants décrochent avec l'introduction trop rapide du langage formel, même en première année. Il y a des classes entières de première année qui travaillent sans code formel pendant longtemps. Ok. Merci Anne. Je vais te proposer maintenant de prendre 3 questions et tu réagiras après. Donc, je vais donner la parole successivement à Mel, et puis à Geneviève, et puis à Sylviane Paquet. Alors, Mel, c'est à vous. Mel. Qui doit allumer son micro. Voilà. Voilà. Oui. Ah, ok, désolée. En tout cas, merci pour ce livre hyper clair, hyper structuré, très riche. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Je suis formatrice à l'école normale, à la Haute École Galilée. Et en fait, concernant le fil, la suite numérique écrite, je suis d'accord avec le fait que ça permet d'entrer dans le calcul, bien évidemment, mais j'ai parfois l'impression ou j'ai peur que ça enferme les enfants. Je trouve qu'il est très présent dans les classes. Voilà, donc dans votre livre, j'ai l'impression que c'est directement relié avec la cardinalité pour donner un maximum de sens à ces écritures. Et donc voilà, j'aurais voulu avoir votre avis sur cet outil-là en particulier. Ok, merci Mel. Alors, je donne la parole à Geneviève. Tu te connais? Ben, moi, je la connais, mais je ne sais pas. Geneviève. Voilà, j'ai activé le son là, ça y est. Bon. Pardon, oui, je ne me retrouve pas avec ce truc bazar. Alors, ma question, moi je suis pédagogue à Champion en haute école. Je vois que ma collègue prof de maths est là et je ne vais pas du tout m'engager dans une question purement mathématique devant tout le monde, comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question du sens. Anne, tu en as parlé en présentant un de tes feeds. Et justement, on essaye pour le moment de travailler avec les étudiants à partir d'un travail mathématique, mais qui serait fondé sur un vécu proche, sur des éléments qu'on aurait observés dans son environnement, dans ce vécu-là. Et la question qui se pose pour le moment, c'est la question de comment mobiliser les enfants, comment les motiver. Est-ce qu'il suffit de leur dire on va écrire ça en langage mathématique ou quelles seraient les pistes à leur donner pour que justement on passe d'un environnement où il se passe des choses mathématiques à un langage plus mathématique. Avec quels mots parce que finalement, si je dis mathématiques, au tout début, ça ne veut quand même rien dire à l'enfant. Donc, par où on commence, quelles seraient les pistes? Voilà, pour que la motivation des enfants et le sens restent entiers. Merci Geneviève. Et donc maintenant, je donne la parole à Sylviane et puis on revient vers Anne. Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ça va, merci. Donc, je suis professeure aussi à la Haute École Enalux, professeure de maths. Et quand je vais sur le terrain en primaire, dans l'enseignement fondamental, les instituteurs et les institutrices du cycle 2 ont souvent des problèmes à faire acquérir le système décimal. Ils sont démunis, ils posent beaucoup de questions. Or, moi, je propose d'utiliser les deux mains, le boulier, les allumettes et d'autres choses. Et bien souvent, ils sont réticents parce qu'ils estiment que pour faire des mathématiques, il faut que l'enfant visualise dans sa tête. Et donc, on est régulièrement confronté à des enseignants qui veulent bien faire, mais qui ont une image des mathématiques qui n'est peut-être
pas la bonne, qui n'est peut-être pas adaptée aux enfants de 6-7 ans. Le boulier n'est pas très sexy non plus. Comment aider ces enseignants-là, enfin, ou comment rendre un peu plus sexy le boulier, les 2 mains ou autre chose, quoi. Voilà. Oui. Merci. À toi, Anne. Oui, ça devient des questions assez précises et où, en tout cas, je vois dans les 3 la question de comment on construit finalement cet univers mathématique. Hein. Je voudrais déjà dire une chose à Sylvaine. En fait, ils ont raison les enseignants quand ils disent en fait il faut voir dans sa tête, parce qu'en fait faire des mathématiques c'est apprendre à voir dans sa tête. Donc ça pour moi c'est vraiment essentiel d'avoir ça en tête. Faire des mathématiques, c'est apprendre à voir dans sa tête. Et tout le travail qui est à faire sur tout le cursus de l'école fondamentale, mais aussi après, c'est comment est-ce qu'on fait pour voir dans sa tête. Il n'y a que ça, en fait, comme enjeu. Parce qu'effectivement, les mathématiques, c'est un monde des idées. C'est un monde des idées et des idées qui en fait, n'ont rien à voir avec le concret. Hein, et donc n'ont rien à voir avec le vécu proche, finalement, des enfants. Et donc, vous posez les bonnes questions. C'est comment est-ce qu'on fait pour partir d'un vécu proche, d'accord? Parce que c'est partir du terrain de l'élève, du terrain de l'apprenant, c'est-à-dire un vécu proche, mais un vécu qui les concerne, un vécu qui concerne la classe. Donc finalement, quand on parle d'un vécu proche, pour moi, ça veut dire quelles sont les vraies questions qui nous habitent dans le groupe classe dans lequel on est. Et donc ça, c'est un enjeu, c'est pas facile pour un enseignant de sortir du groupe classe les bonnes questions, enfin les bonnes situations qui vont poser des vraies questions. Et pas des fausses questions où on va représenter combien on est parce qu'on va représenter combien on est. Non, pourquoi est-ce qu'on va représenter combien on est? En fait, on va représenter combien on est parce qu'on veut savoir si les pommes que Marilyn a apportées, il y en a assez pour tout le monde. Alors, ça commence à devenir intéressant sans les distribuer à chacun, parce qu'on veut savoir à l'avance s'il y en a assez pour tout le monde. Donc, en fait, trouver les bonnes situations qui vont poser des bonnes questions, qui vont nécessiter de mathématiser d'une certaine façon, si vous voulez, donc de codifier, si vous voulez, en fait, d'abstraire, d'oublier qu'on parle de pommes à un moment donné. À un moment donné, il va falloir oublier qu'on parle de pommes. On veut savoir... Et on va oublier qu'on parle d'enfants. En fait, on veut savoir si 2 collections, en l'occurrence la collection de pommes et la collection des enfants, peuvent être mises en correspondance et s'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Et donc, c'est ça tout l'enjeu. Et comment on se détache petit à petit des objets concrets en passant par un matériel semi-concret qu'on va ensuite arriver à mettre dans sa tête. Donc, c'est tout le développement, pour moi, des images mentales. Et les images mentales, les enseignants doivent bien les choisir. Ils doivent savoir lesquelles ils veulent fixer dans la tête des enfants. Et dans les images mentales, je vous l'ai dit, il y a des images mentales des nombres. Comment ils s'organisent, il faut bien les choisir. Ce sont les images mentales qui servent aux opérations. Et c'est celles qui vont être utiles. Il y a des images mentales des opérations. Qu'est-ce qu'on veut développer comme image et comment on les met en tête. Et il y a des images mentales de la numération, comme dit c'est Sylvaine aussi. Et le boulier est un très bel objet pour arriver à mettre une image mentale quelque part du nombre 100, mais pas de la numération. Donc aussi, c'est tout le travail qui est subtil, il y a des objets qui vont mettre en tête des représentations. Le boulier donne une image de 100, mais ne donne pas une image de la numération. Pour donner une image de la numération, il faut faire des paquets et répéter ces paquets. 10 paquets de 10, 2 paquets de 10, 2 paquets de 10. Voilà. Je vais un petit peu dans les différentes questions, mais la file numérique, la Mélissa, c'est un peu difficile de répondre parce que je devrais avoir plus de précision sur l'enjeu. Voilà. Donc je ne vais pas répondre à ça parce que je ne vais pas être claire. Oui. Ok. Sauf s'il n'y a personne qui pose la question et que Mélissa peut préciser. Mais... Oui. Ouais. Mélissa, n'hésitez pas à redemander la parole et je vous la donnerai. Voilà. Il y a quelqu'un qui demandait si ce livre était destiné aussi aux formateurs en alphabétisation. Je l'ai écrit avec ces destinataires-là également, comme les animateurs d'école de devoirs, et en particulier quand même aussi vraiment les formateurs en alpha,
Moi-même, je donne des formations aux formateurs en alpha depuis des années et j'ai expérimenté avec eux toutes les expériences qui sont dans ce livre et ils disent que ce sont vraiment des pistes intéressantes pour travailler en alphabétisation. Hein. Ok. Ouais. Anne, Mélissa est... Oui, bonjour. En fait, c'est Mélanie, mais Mélanie, d'accord, ok. c'est pas grave. Mais, En fait, c'est-à-dire que et vous avez lu déjà ce chapitre-là, c'est ça? Oui, oui. Et Ah oui. donc, dans votre livre, c'est mis directement en lien avec la cardinalité. Donc, ça travaille l'ordinal, mais vous proposez de le mettre tout de suite en lien avec l'aspect cardinal. Mais moi, je me demandais si cette présence de la file numérique dans les classes, parfois j'ai l'impression que l'enseignant s'appuie ou propose aux enfants de s'appuyer sur cette file numérique pour calculer et que ça peut les enfermer dans ces procédures-là, quoi. Ok, oui, alors, maintenant je comprends mieux. Bon, alors le lien entre cardinalité, ordinalité, je le fais dans ce chapitre. Bon, il y a d'autres façons de travailler, mais par contre, votre question est intéressante. Si on s'appuie sur la file numérique, comme on s'appuie sur le comptage par un pour faire du calcul, ben, en effet, on ne fait pas vraiment du calcul et on enferme l'enfant dans le comptage par un. En fait, c'est surtout ça l'enjeu. C'est est-ce que les méthodes qu'on propose pour apprendre aux enfants à calculer, est-ce qu'elles enferment les enfants dans le comptage par un ou est-ce qu'elles leur donnent finalement, elles leur permettent d'avoir une vision beaucoup plus globale des nombres et à choisir des stratégies qui soient adaptées au calcul. Hein? Et donc, la file numérique, si on se base et qu'on regarde et je suis à 23 et je dois encore ajouter 5 et donc on compte encore 5 à partir de 23, ben, on peut le faire un peu, mais c'est pas ça qui va apprendre aux enfants à calculer, parce que c'est comme si on leur disait qu'on compte, quoi. Et donc effectivement, par contre, moi je défends assez bien de calculer dans le tableau de 100, hein, organisé en 10 lignes de 10, parce que là je pense qu'on peut faire des sauts de 10. Hein, et donc, chaque fois qu'on fait un saut d'une ligne, on fait plus 10 ou moins 10, quand on fait un saut de 1, plus 1, moins 1. Par contre, là je pense qu'il y a vraiment un travail intéressant à faire en utilisant le tableau de 100 sous la forme ordinale, là, hein, vraiment, sous la forme ordinale. Mais en décomposant, du coup, hein, plus 13, c'est plus 10, plus 3. Hein. Merci beaucoup. Oui. Merci Anne. Alors, Louisa, je pense qu'il y a une question qui a été posée. Alors, c'est Monseux Emmanuel qui pose la question concernant la mémorisation en P2, donc décomposition de nombres, tables, etc. Avez-vous des pistes, des conseils à donner? Ok. Voilà. Et avant que tu ne réagisses, Anne, je redonne la parole à Laura. Laura? Oui, j'ai dû appuyer sans faire exprès. Je suis désolée. Très bien. Donc, mais je suis à l'écoute. Je vais laisser Anne réagir, mais n'hésitez pas, on a fini la grosse première salve de questions, donc n'hésitez pas à redemander la parole. Anne, à toi. Mais la question de la mémorisation, pour moi, elle est plus générale qu'en P2. D'abord, je pense qu'il faut bien identifier ce qu'on veut faire mémoriser. Hein. Et par exemple, si j'entends derrière la question de monsieur, c'est la question des décompositions. Et donc là, moi, j'ai un avis assez, bon, je veux dire, un avis là-dessus. Je pense qu'il faut faire mémoriser un nombre limité de décompositions et qu'on doit faire le choix des décompositions qui sont les plus performantes en calcul. Et donc, par exemple, j'identifie que toutes les décompositions qui permettent, par exemple, d'écrire des nombres comme 5 plus 8 égale 5 plus 3, eh bien, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à mémoriser, mais pas de façon isolée. Moi, je propose vraiment qu'on les mémorise par famille. Ah ben oui, 6 c'est 5 plus 1, et 7 c'est 5 plus 2, et 8 c'est 5 plus 3. Ça, voilà une famille de décompositions, et on sait que cette décomposition-là, elle va être particulièrement utile dans des calculs. Parce que quand je vais faire 6 plus 8, c'est vachement intéressant de savoir que 6 c'est 5 plus 1, que 8 c'est 5 plus 3, et qu'au bout du compte, j'ai 2 paquets de 5 et encore 4. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment. La mémorisation des décompositions, ce sont celles qui vont nous aider à avoir des calculs faciles.
En fait, ce qu'il faut apprendre à mémoriser, c'est quelque part une série de calculs faciles. Les doubles, par exemple. C'est clair qu'il faut arriver à mémoriser les doubles avec cette vision des doigts ou avec cette vision des schèmes en symétrie. Et si je connais les doubles, si je connais les décompositions à partir de 5, si je connais les résultats qui font toujours 10, par exemple, et toujours 5, eh ben, j'ai déjà tout un paquet de calculs faciles qui vont pouvoir m'aider à faire toute une série de calculs plus difficiles en me basant sur ces calculs-là. Donc si c'est vraiment mémoriser des calculs et identifier ce qu'on veut faire mémoriser. Et je pense que, puisque la mémorisation c'est difficile, il faut faire des choix bien ciblés de ce qu'on veut mémoriser. Même dans la table d'addition, je ne suis pas convaincue qu'il faille tout mémoriser, parce que je pense qu'on peut reconstruire certains résultats, mais il faut que les enfants aient l'impression que ce soit facile. Tous les plus 1, par exemple, je vais mémoriser. Tous les plus 2, je vais mémoriser. Et on y va par famille, vraiment famille de calcul. Merci Anne. Alors, la discussion continue avec Céline et Isabelle. On vous écoute. Céline d'abord. Donc moi, je vais changer de sujet. Maintenant, si Isabelle veut réagir au même sujet, je la laisserai peut-être prendre la parole en premier parce que moi, c'est un autre sujet. Je voudrais simplement l'avis d'Anne sur les pédagogies alternatives, en l'occurrence celles qui font fureur pour l'instant, et la méthode d'apprentissage dite Montessori, avec toutes ces tables de Seguin et compagnie. Donc moi, il s'agit, donc j'utilise un certain matériel en classe à ma sauce. Je vais être très claire, je n'utilise absolument pas ça tel quel. Et voilà, j'aimerais simplement son avis dessus. Voilà. Ok. Merci Céline. Et Isabelle maintenant. Oui, moi je voudrais rebondir sur le sujet de la décomposition. Vous dites de favoriser la décomposition pour amener les calculs faciles, donc la décomposition de 5, la décomposition de 10. Et que penser alors de la décomposition en plus que 2 termes? Il y a ça notamment dans le nouveau référentiel de compétences de maternelle. On décompose en plus que 2 termes. Et donc, est-ce que ça doit être entraîné moins, autant? Voilà, je me pose la question. Pour moi, ça, c'est de l'ordre de l'exercice, mais pas de la mémorisation. Voilà. Je ne dois pas mémoriser que 5, c'est 2 plus 2 plus 1. Enfin, la mémorisation, pour moi, elle peut se centrer sur les décompositions en 2 termes. Et après, évidemment, par contre, je souligne tout à fait dans ce que vous dites que c'est super important de faire très rapidement des calculs à plus de 2 termes. Sinon, on pourrait croire qu'on se limite à des calculs à 2 termes, mais non, évidemment. Et on peut, et ça par contre, on peut y aller très tôt, hein, je veux dire, dans les séries de calculs, faire des calculs de plus de 2 termes. Mais c'est de l'exercice, c'est pas, pour moi, c'est pas de la mémorisation. Voilà. Mais, et pour répondre à la question du matériel de Montessori, je ne suis pas du tout une spécialiste de Montessori, mais je sais qu'ils ont du très beau matériel et du matériel très bien pensé. Par exemple, tout leur matériel décimal avec les perles, c'est magnifique, hein, les tigettes de 10 perles, et puis les plaquettes de 100 perles, et puis le cube de 1000 perles. Voilà, c'est très beau, donc ça donne une très bonne représentation mentale. Ils ont un matériel très soutenant pour construire des images mentales. Mais de nouveau, pour moi, le matériel ne suffit pas si on ne fait pas vraiment l'exercice de savoir ce qu'on veut mettre dans la tête des élèves et pourquoi on l'utilise, et de l'utiliser en continuité. Alors, l'intérêt sans doute d'un matériel Montessori, s'il est utilisé dans toute une école, c'est qu'il y aura au moins une continuité au niveau du choix du matériel. Il y a beaucoup d'écoles qui laissent à chaque enseignant la liberté du choix du matériel. Mais ça, pour moi, c'est vraiment c'est difficile pour les enfants, vraiment, d'être confrontés comme ça d'une année à l'autre à des choix de schèmes et de matériel qui varient d'une classe à l'autre. Donc, voilà. Et il y a beaucoup de bonnes choses, Montessori, mais la question, c'est comment il est utilisé, c'est comme pour tout. Et est-ce qu'il est utilisé uniquement individuellement, collectivement? Enfin, voilà. Il y a les étiquettes Montessori pour apprendre la numération, c'est excellent, évidemment. Hein, voilà. Ok. Alors, il n'y a plus de nouvelles demandes de parole. Il y a juste Céline qui, à mon avis, veut réagir.
Je vais la laisser réagir et puis je donnerai la parole à Louisa parce que je pense qu'il y a des réactions ou des commentaires qui peuvent être intéressants à partager, qui ont été mis dans le fil de conversation. Et puis, j'invite Sandrine Dochin aussi, quand elle le souhaite, à réagir. Elle n'est pas cantonnée à son dernier temps de réaction. Donc, Céline, j'imagine que vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit. Alors oui, effectivement. Donc, j'entends que Anne n'est pas spécialiste, d'accord, il n'y a aucun problème avec ça, mais n'empêche qu'effectivement, le matériel est magnifique et il demande une certaine logique, une approche qui est chronométrée, qui est chronologiquement, qui a sa logique. Et donc, effectivement, pris ponctuellement, ça n'a pas beaucoup de sens. Et effectivement, quand je parle avec beaucoup d'amis et beaucoup de personnes sur mon propre groupe où j'échange énormément, je me rends compte que les gens se basent sur effectivement un outil et ne savent plus pourquoi ils utilisent cet outil. C'est utilisé, c'est comme ça, c'est joli, c'est beau et on ne sait plus pourquoi on l'utilise. Effectivement, les bases là sont vraiment problématiques. J'ai des tas de collègues qui me disent « Ah, je vais faire ça. » Effectivement, quand vous revenez tout à l'heure avec cette histoire de « on compte les copains », mais pourquoi on compte les copains? Effectivement, je l'ai souvent, oui, on compte les copains, parce que ça se fait depuis toujours. Oui, mais pourquoi tu le fais? Et tout l'intérêt, effectivement, de lire votre ouvrage et bien d'autres qui, effectivement, remettent un petit peu l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, c'était juste effectivement un petit rebond dessus. Ouais. Savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est essentiel. Hein. C'est essentiel. Et pas parce qu'on a toujours fait comme ça, en tout cas. Ça, c'est clair. Oui. Louisa, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais partager dans ce qui a été… Pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis et qui remercient Anne. Et puis, il y a Lenen Régine qui partage qu'elle trouve que le carré de sang est un bel outil et qu'elle dit que pour info, il y a des pistes de travail autour du carré de sang dans les pistes didactiques mathématiques 2017 en P3, ainsi que le livre 2000. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais peut-être que tu sauras. Moi, je sais, en tout cas. Oui. Okay. Oui. J'ai une question pour Anne, alors. Vas-y, je peux aussi poser des questions. Oui. Je voulais savoir un peu ta position par rapport, par exemple, à des additions à deux termes. Est-ce que tu trouves intéressant de laisser le choix aux élèves de prendre le chemin pour arriver à la réponse? Ou est-ce que tu trouves qu'il faut qu'ils puissent se débrouiller avec différentes techniques pour arriver à la réponse? Oui. Ça, c'est intéressant, effectivement, comme question. Moi, je pense qu'effectivement, le rôle de l'école, c'est quand même de montrer qu'il y a une diversité de chemins. Et donc, de ne pas cantonner chacun dans son chemin, parce qu'il y a quand même, dans les savoirs universels, des chemins qui sont plus efficaces que d'autres, à terme. Donc, je pense qu'on a à ouvrir une variété de chemins, et que pour ouvrir une variété de chemins, sans doute qu'il faut passer par l'obligation de les emprunter à certains moments et à un certain temps. Maintenant, je pense qu'à terme, chacun doit trouver son chemin. Et donc, c'est vraiment intéressant à un moment donné de laisser chacun trouver son chemin. Donc voilà, il faut naviguer entre les deux et vraiment éviter en tout cas de sanctionner des élèves, de prendre un chemin qui n'est pas celui de l'enseignante. Donc, parce que là, finalement, il va plus rien oser faire. C'est surtout ça, hein, on prend un risque énorme parce qu'il n'y a pas de chemin interdit en fait. Il n'y a pas de chemin interdit. Et donc, voilà. Mais le rôle de l'école, c'est d'apprendre quand même quels sont les chemins les plus performants. Voilà. Merci. Comme dans la vie. Voilà. Alors, le temps file. Il est 19h25, il nous reste 5 minutes et je vais encore donner la parole à Sandrine avant qu'on se quitte. Donc, il y a 4 demandes de parole. Je vais vous demander d'être bref. Et puis, si jamais on n'avait pas le temps de prendre l'une ou l'autre question, n'hésitez pas à nous l'écrire parce que Anne s'est engagée à traiter les questions qui n'auraient pas pu être traitées oralement. Donc, je donne la parole à Chantal. Chantal? Vous m'entendez? Oui. Ok. Je voulais savoir votre avis quand on part beaucoup plus du vécu de la classe. On risque de suivre un chemin d'apprentissage moins structuré ou en tout cas structuré selon une progression moins standard. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact important, éventuellement produire des dégâts dans la construction des mathématiques chez les enfants? Ok.
Merci Chantal. Alors Julie, la parole est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Julie Salène, bonjour Anne. Je voulais savoir, moi c'est pour le début du secondaire. Beaucoup d'élèves ne calculent vraiment pas bien, notamment la division. Est-ce que tu as des pistes? Mais on peut parler, peut-être, je t'envoie ma question par mail, sur comment faire avec ces élèves du début du secondaire qui peinent à calculer. Merci. Merci. Et Mélissa. Mélissa, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui. Donc voilà, j'ai entendu donc que vous privilégiez l'utilisation d'un seul matériel. Je voulais savoir si pour les représentations, vous vous pencherez également sur les représentations des nombres d'une seule manière. Voilà ma question. Ok, grand merci. Laura, je vous invite à poser votre dernière question par écrit et je promets qu'on y répondra. Anne, à toi. Oui, assez rapidement, partir du vécu de la classe, oui, mais un vécu, ne pas y camper de nouveau, hein. Et donc, c'est le rôle vraiment fondamental de l'enseignant, c'est savoir pourquoi il s'attarde au vécu de la classe. C'est quel est l'apprentissage que je vise à travers le fait que on s'attarde à ce vécu. Alors, il faudrait prendre des exemples pour le savoir, mais et donc ça doit se terminer par une structuration des acquis. Sinon, il n'y a pas d'apprentissage. Donc là, pour moi, vraiment, ça, c'est fondamental. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il faut peut-être pas traîner non plus. Hein, donc, ça, c'est vraiment pour moi important. Qu'est-ce qu'on apprend à travers ce qu'on est en train de faire? Et alors, je réponds, Julie, effectivement, on va parler autrement, parce que j'ai peu développé le début du secondaire, donc ça nécessiterait plutôt qu'on ait une discussion à nous deux. Et Mélissa, je n'ai pas dit qu'il fallait un seul matériel, ni une seule méthode, mais j'ai dit qu'il faut savoir choisir le matériel et savoir pourquoi on l'utilise, et quand même qu'au sein des équipes, il y a une continuité dans le matériel. Ça, je n'oserais pas insister assez, mais j'ai trop vu des écoles et des classes où on utilise, chaque enseignant choisit le matériel comme il l'entend, avec vraiment des difficultés énormes pour les enfants de comprendre le sens d'un matériel par rapport à un autre. Ok, merci Anne. Alors, Sandrine, donc permanente à CGE, mais avec un passé d'institutrice dans le spécialisé. Tu as été la première lectrice du livre d'Anne et je te donne la parole pour dire ce que tu souhaitais dire sur cet ouvrage. Mais ton micro ça ira mieux. Oui. Voilà. Ben, je voulais d'abord remercier Anne parce que c'est vraiment un livre important qui est ancré dans une expérience et aussi dans un combat pour que tous les élèves réussissent. Et donc, je pense que c'est vraiment un outil pour passer du cours de maths qui sélectionne au cours de maths qui émancipe. Et donc, c'est très, très fort, c'est très structuré, c'est pas jargonnant. Il y a vraiment des liens entre la théorie et la pratique tout au long du livre. C'est vraiment intéressant. Et moi, j'ai expérimenté beaucoup ce fameux travail sur les quantités avec des grands nombres où les élèves sont invités à organiser pour qu'on voit le nombre sans compter. Et moi, donc, comme Fred l'a dit, je travaillais dans le spécialisé où on a cette fameuse tendance à justement camper très longtemps dans les petits nombres. Et donc, les élèves en ont ras-le-bol de faire tout le temps la même chose. Et quand on arrive avec une quantité de matériel, avec du matériel différent sur les différentes tables, c'est vraiment… les enfants sont fiers d'aller dans les grands nombres et ça remotive et ça donne du sens. Et alors, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les histoires mathématiques qui sont aussi dépliées dans l'ouvrage d'Anne. Et je trouve que c'est vraiment une manière de travailler aussi l'individuel et le collectif, parce qu'il y a des moments où les enfants sont face à leur travail et puis après, on partage les productions et l'enseignante à la main. Et quand elle sait ce qu'elle fait, il y a vraiment une différence entre les premiers jets et les deuxièmes jets. Il y a vraiment une évolution dans la capacité à schématiser. Et là, on part de ce qui se passe dans la classe par rapport à la question de Laura.
puisque ces situations sont écrites par la STIT en fonction de ce qui se passe dans sa classe. Et ce que je trouve assez fort aussi, parce que quand on est enseignant, on a envie de faire plein de choses, mais d'avoir des activités comme ça régulières et ritualisées dans la façon dont le dispositif est construit. D'abord, c'est rassurant pour les enfants qui sont plus faibles. Et puis aussi, on voit vraiment une progression. Quand ils regardent à la fin de l'année leur cahier avec toutes les histoires mathématiques, eux-mêmes, ils sentent leur progrès. Et donc voilà. Moi, je trouve vraiment que c'est... enfin, je sais bien que je suis de CG, donc évidemment... vendu à la cause. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un bouquin exceptionnel. Et j'aimerais vraiment que cette collection, comme Benoît Jadal a dit dans la recension qu'il a faite de ton livre pour Trace, qu'il y ait des suites avec les nombres décimaux ou un livre sur la géométrie et le travail dans l'espace, ou un travail par rapport au traitement des données, aux fameux problèmes, comme on disait avant. Et donc, j'espère que voilà, ce sera le début d'autres choses. Merci, Sandrine. Merci mille fois. Donc, voilà pour les perspectives. Alors, très, très vite, le mot de la fin d'une ignare. Moi, je ne suis pas prof et je ne suis certainement pas mathématicienne, mais j'ai été passionnée. Et visiblement, nos participants aussi. Moi, je retiens de tout ce que tu as dit que donc faire entrer tous les enfants dans le langage mathématique, ben c'est possible, c'est essentiel, c'est possible, mais quand même à une série de conditions qui n'ont pas l'air d'être tout à fait simples à maîtriser. Donc, je pense que tu es tout à fait ouverte, Anne, à poursuivre ce dialogue. Et avant de te remercier et remercier les participants, je vais t'inviter à redire peut-être ton adresse. Non, tu l'as redit comme ça verbalement. Je vais l'écrire ici. Hein. Je peux l'écrire à tous, non? Bien sûr. Voilà, je vais l'écrire. Je vais l'écrire dans le chat. Ça va? Oui, tu l'écris. annechevalier@skynet.be. Voilà. Et alors, avant de vous souhaiter une bonne soirée, il me reste à vous annoncer la prochaine rencontre. Donc, on continue avec nos webinaires. Et la prochaine rencontre, ce sera le mardi 15 décembre à 18h avec Jacques Cornet autour de la dernière production de CGE, qui est un coffret pédagogique intitulé « Comprendre et agir pour plus d'égalité à l'école ». Voilà, on a été ravis de participer, de partager cette soirée avec vous et on sera ravis aussi de poursuivre avec tous ceux qui le souhaiteront ce 15 décembre. Voilà, bonsoir. Je lirai attentivement la conversation en tout cas. J'espère que je peux retrouver en tout cas vos adresses mail via le listing de CGE. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. À bientôt et merci à tous. Merci.